bien bonjour à vous tous, il est bientôt 17h. Il est même maintenant pile poil 17h et vous avez rendez-vous avec HTV le live. Et vous le savez, nous sommes exactement jeudi, et jeudi c'est le rendez-vous du magazine Demain, présenté et animé et organisé avec Brigitte Nézus. Brigitte, bonjour. Bonjour Willy, merci de me donner la parole donc, pour cette 4e édition de Demain. Donc je rappelle en partenariat avec l'association Mieux Vivre pour tous, qui a 3 objectifs. L'objectif de protection de la planète, bien-être animal et bien-être humain. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler protection de la planète avec 2 personnes qui sont peut-être d'univers différents, puisque nous avons Jean Tricot, qui est compositeur, auteur, musicien, romancier, et qui va bien sûr nous montrer une partie de son œuvre, et puis Patricio Soto, qui lui est ancien ingénieur-chercheur, chef de projet, et qui a des projets très intéressants avec nos amis les Vers de Terre. Donc, on va commencer par... Alors juste Brigitte, on va juste rappeler que les internautes peuvent poser des questions sur le Facebook HTV le live et je me ferai un plaisir de prendre la parole s'il y a d'éventuelles questions. Oui, merci Willy. C'est vrai que d'habitude c'est mon rôle, mais aujourd'hui c'est un rôle différent. Voilà. Merci beaucoup de cette entraide. Donc, Jean... Excusez-moi, c'est bien-être animal, c'est en direct. Il y a des chaînes à la musique. Jean, bonjour. Donc, Jean Tricot, je disais, vous êtes compositeur, auteur, musicien, chanteur, romancier. Alors, vous avez une carrière qui a commencé en gros dans les années 80 avec des groupes de jazz rock. Vous êtes chanteur dans un groupe Coïncidence, je crois. Vous chantez des chants occitans. Premier disque vinyle en 1980. Et puis vous continuez dans la chanson. En 1994, création d'un groupe vocal de rue. Puis vous vous mettez en 2014 à écrire et à passer de la musique au roman. Donc vous avez écrit 2 romans, je crois, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors, pourquoi un virage dans une carrière comme ça, plutôt porté sur la musique? Et pourquoi d'un coup, on tombe plutôt sur l'écriture avec la musique qui passe en retrait? J'ai commencé par être musicien. Je faisais uniquement de la musique, puis j'ai eu envie de mettre des mots, parce que la musique, c'est quelque chose qui peut ne pas avoir de sens, ne rien dire, et moi j'ai des choses à dire, j'ai envie de dire des choses à travers la poésie, mais aussi à travers des réflexions, des idées, voilà. Donc j'ai écrit des chansons qui essayaient de ne pas être trop idiotes, d'avoir du sens. Et puis la chanson est un exercice très complexe, parce qu'il faut arriver à dire avec très peu de mots, et des mots qui soient très musicaux, donc on doit les choisir avec beaucoup de soin. Alors qu'écrire des nouvelles ou des romans, on peut dire davantage de choses sans être prisonnier de la métrique, de la rime, du rythme. Voilà, donc j'ai écrit très vite des nouvelles et ensuite 2 romans, dont le premier s'appelle La Marche turque. C'est un peu des souvenirs de musiciens en fait. Ce sont des personnages qui ont chacun un petit peu de moi, de mon histoire de musicien. J'ai rencontré dans ma vie des centaines de musiciens, donc ils peuvent tous se retrouver dans ce bouquin. Et le second, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage que j'ai connu et qui était merveilleux, qui était maçon et qui faisait de la musique aussi. Et c'est très localiste, ça se passe vraiment dans le terroir, dans un petit village du Languedoc. Voilà. Et là, j'ai fait un recueil de nouvelles qui n'est pas encore publié, dont je vous lirai peut-être un petit morceau tout à l'heure, à propos des arbres, justement. Voilà. Alors, avec grand plaisir. Alors, parlez-nous quand même de votre carrière en chanson, puisqu'elle a démarré en 80 et qu'elle continue encore. Donc, toutes vos expériences, excusez-moi, mais j'ai le chat, ça n'arrête pas de passer et de repasser. C'est un peu compliqué. Parlez-nous quand même de toute votre carrière de chanson.
J'ai joué d'abord dans plein de groupes. J'ai commencé par faire, comme beaucoup de musiciens, j'ai commencé à gagner ma vie. Quand j'étais au conservatoire de musique, je gagnais ma vie en jouant dans des orchestres de bal. Donc j'ai bien fréquenté le répertoire populaire de la chanson française. J'ai donc bien vu, j'ai appris les recettes, comment on fabrique des chansons, ça j'ai par la force des choses. Après j'ai écrit moi-même des chansons, bien sûr. Et puis voilà, j'ai fait le métier de chanteur. Je faisais des concerts avec des musiciens pendant des années et des années, avec différents groupes, des groupes de rock, de jazz aussi. Et puis j'ai eu l'idée au début des années 90 de m'intéresser à l'enseignement de la musique, mais par rapport à une méthode que j'ai un petit peu inventée qui s'appelle la musique à main nue, avec l'idée qu'on peut faire de la musique sans aucun instrument. Maintenant, c'est quelque chose de très banal. On voit beaucoup de gens qui font des percussions corporelles, par exemple. Des trucs comme ça, tout le monde le fait, mais alors qu'à l'époque, c'était pas très courant. Et donc, j'ai créé un groupe qui s'appelait La Fanfare. La Fanfare à main nue, le jeu consistait à chanter dans la rue. Et on était un groupe qui était entre 15 et 40 personnes qui chantaient dans la rue. Un peu comme si on faisait des manifs, mais c'était pas des manifs, c'était pour chanter, des chants polyphoniques, avec des rythmes, avec des percussions corporelles, avec beaucoup de polyphonie. Est-ce que c'est le groupe qui s'appelait Projet Vocal Éphémère, c'est ça? Voilà, c'est une des formes qu'il a eues. Au début, c'était la fanfare à main nue, puis après, il y a eu une professionnalisation, il y a eu un groupe de 10 chanteurs qui gagnaient leur vie, parce que au départ, c'était amateur. Puis après, ces 10 chanteurs ont gagné leur vie en faisant de la musique, ça a duré quelques années. Et puis après, j'ai eu encore un projet encore plus vaste, avec 40 chanteurs qui étaient de Lyon, de Marseille, et de Montpellier, et de Gignac, puisque je suis de Gignac, enfin la région de l'Hérault. Et on a fait un projet qui a duré 1 an, avec 10 jours de répétition et 10 représentations à Marseille, Lyon et Montpellier et Gignac. C'était une très belle aventure, toujours dans la rue, chanter dans la rue, souvent chanter en marchant ou en dansant, enfin un peu dans l'idée d'un groupe vocal qui se déplace en déambulation. Et ça continue maintenant avec une nouvelle forme. On est 15 chanteurs, ça s'appelle De temps en temps. L'idée, c'était une blague au début, parce qu'on répète de temps en temps. On s'est appelé de temps en temps. Et on joue régulièrement. On joue pas très souvent, parce que les gens ne sont pas tous très disponibles, mais on est 15 chanteurs. Et bien entendu, il était hors de question de gagner sa vie avec un spectacle avec 15 personnes, vu le contexte. Donc pendant ce temps-là, j'ai aussi fait un spectacle tout seul, que j'appelais Solito. Pour essayer quand même de pouvoir le diffuser avec un cachet, un salaire à peu près correct. Puis après, je l'ai agrandi à 2 personnes. J'ai fait un spectacle qui s'appelait Mélanger, avec l'idée sur le thème des drames que traverse l'Europe avec les migrants qui se noient dans la Méditerranée et le rejet de l'étranger, la peur de l'étranger, le racisme, etc. L'idée un peu naïve, mais qui n'est pas si idiote, que la solution à tout ça, c'est de se mélanger. Si on se mélangeait, c'est parce que je pense qu'au XVIIIe siècle, on ne se mélangeait pas trop. Les noirs étaient vraiment noirs et les blancs vraiment blancs, mais maintenant, on est tous des mélanges. On est tous des mélanges, et donc c'était un peu sous forme de blague, mais en même temps un petit peu sérieuse, une recherche sur les mélanges qu'il y a partout dans le monde. Au début du XIXe siècle, on faisait des listes de races, il y avait des dizaines de noms pour les races, y compris en particulier pour les territoires d'outre-mer français, les carterons, blanc fer blanc, blanc marmite, petit blanc, gros blanc, malabar, chabin, sacatra, griffe, tous ces noms-là, on connaissait. C'était très sérieux, et maintenant ça fait rire. C'est ridicule. On est tous des êtres humains, et de couleurs différentes, de formes de nez ou de bouche ou de cheveux différentes, et c'est très bien comme ça, et ce sera de toute façon de plus en plus, on va se mélanger de plus en plus, il me semble. Alors, la période de confinement actuelle, elle vous inspire quoi? Vous la vivez comment déjà? Je parle beaucoup et je réfléchis beaucoup, et avec ma compagne, par exemple, je lui dis maintenant, l'état d'esprit où je suis, c'est que je ne crois plus à rien. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'était une petite grippe, et puis en fait c'était quelque chose d'assez grave. Après on nous a dit que les masques servaient à rien, en fait c'est parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'il va y avoir des masques, on va nous dire qu'il faut mettre des masques. Puis après on nous a dit que les tests c'était très important, parce qu'il n'y en avait pas en fait. Maintenant qu'il y a des tests, on va dire que c'est très important les tests, etc. Donc
on nous a quand même beaucoup menti, quoi. Et le plus terrible, c'est que les scientifiques, les plus grands scientifiques, entre le professeur Raoult et les autres de l'autre côté qui sont contre lui, ils sont tous très compétents, très scientifiques, mais ils disent le contraire les uns des autres. Donc on ne peut plus croire personne, c'est terrible, quoi. C'est vrai que nous, notre position de petit humain, là, on est complètement perdu. Mais bon, on garde le moral quand même. Je vois que vous gardez le moral. Bien sûr. Et vous allez peut-être... Je dis souvent à mes amis qu'on a annulé plein de festivals, on a annulé plein de choses, mais on n'a pas annulé le printemps, donc c'est bien. D'accord. Alors vos projets, ils ont été sûrement déstabilisés, comme les projets de tout le monde. Bien sûr. Vous avez décalé, qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben c'est annulé. Le festival de l'Odève, on devait chanter là, le festival de Pays-Arbres, on devait y chanter avec de temps en temps, c'est annulé. On avait 2 ou 3 concerts qui ont été annulés. Moi j'ai un fils qui joue dans un groupe qui s'appelle Moulamasca, ils ont tout annulé. Ils avaient une tournée très importante, tout a été annulé, quoi. Hein. C'est terrible, quoi. Pour le milieu du spectacle, c'est terrible. Le festival d'Avignon est annulé. Vous n'avez pas déjà des dates, vous n'avez pas décalé, c'est vraiment annulé. Ah ben si, en 2021, quoi. Jean-Paul Vabotaille m'a dit qu'on devait chanter au Zénith avec plein de groupes vocaux au printemps, et il me dit que c'est fixé au mois d'octobre. J'ai dit, bah, tu peux. Donc lui, il a l'air d'y croire, donc avec temps en temps, on va chanter avec Jean-Paul Vabotaille au Zénith au mois d'octobre. Jean-Paul est un grand optimiste et il a raison. Alors Jean-Paul, on l'a reçu à notre première émission, puisque c'est lui qui s'occupe du festival 1 million d'arbres. Et on le salue au passage si vous nous écoutez. Jean, vous allez peut-être nous chanter une petite chanson. Voilà, une petite chanson qui s'appelle La petite planète. La petite boule tourne, coule, roule, disparaît en fumée. Pilote perd la bulle et tout s'écroule, balayé, envolé. Tous les continents, les mers et les océans, les forêts, emportés par le vent. Petite planète, 15 têtes, arrête de parler, bégayer. Quand s'invite la tempête, les prophètes sont petits, des fourmis, infiniment grands, pourtant tellement petits, confetti. Alibaba et les CAC 40, voleurs, exploiteurs, profiteurs, imposteurs, menteurs. Le grand vizir, tous les traces consents, de tendant, figurant, consentant, muet. Multitude et solitude, favelas ensommeillées, lancinante lassitude, lendemain mutilé. La terre des hommes est une belle pomme obtenue, désirée, comme un mauvais rêve, un fils d'Adam et d'Ève l'a croqué, dévoré, comme des enfants gâtés, encore innocents, ont cassé leurs jouets en riant. Bien mal acquis se cache au paradis, Macao, Monaco, Malte, Singapour. Petit malin qui se frotte les mains, pour du blé, pour du riz, pour de l'eau qui court. Debout les damnés de la terre affamée du FMI. Fin de partie planétaire, c'est la bouffe ou la vie. Debout les damnés de la terre affamée du FMI. Fin de partie planétaire, c'est la bouffe ou la vie. Debout les damnés de la terre affamée du FMI. Fin de partie planétaire, c'est la bourse ou la vie. Bravo, merci. Patricio, je me tourne maintenant vers vous. Alors, ça vous inspire quoi les
paroles et la chanson de Jean. Vous qui êtes chilien d'origine, je crois. Hein? Oui, voilà. Bon, nous, non, ce sont des paroles qui sont très jolies quand même. Nous, on a bien aimé dans les époques 80, 70, 80. Si vous voulez, j'étais étudiant à l'Université du Chili. Enfin, je suis ingénieur agronome chilien, si vous voulez, avant de venir en France. Et tous ces types de chansons, on aimait bien. Voilà quoi. Bon, vous avez quitté le Chili, vous êtes réfugié politique? Voilà. À un moment donné, j'étais obligé de sortir du pays après Pinochet. D'accord. Et donc maintenant, depuis, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes en France? Plus de 30 ans que je suis en France. Bon, j'ai eu la chance de continuer mes études ici en France parce que j'ai une double formation. Je suis ingénieur en informatique aussi, en même temps que je suis ingénieur agronome. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'INRA à un moment donné, à partir d'un concours. Et voilà, et j'ai tombé dans un laboratoire qui est spécialisé dans les vers de terre. Bon, d'accord, alors on y arrive. C'est par là qu'il a commencé les choses. C'est vrai que mon spécialité au niveau agronome, c'était les sciences du sol. Et bon, j'ai tombé très bien avec le professeur Marcel Boucher, un personnage au niveau vers de terre, au niveau mondial. Et j'ai eu tout son appui, sa formation en tant que spécialiste. Et après, au niveau laboratoire, moi, je m'occupais en tant qu'ingénieur opérationnel, si vous voulez, et dans le développement des procédés, des traitements des déchets, fondamentalement. Hein. On a commencé par les déchets de l'agriculture, des déchets de récolte, broyés, on a sélectionné des vers de terre, des espèces de vers de terre, etc. Et peu à peu, on a développé différents types d'applications jusqu'à maintenant, le traitement de l'eau, des solutés, le traitement des déchets, des boues, etc. Bon, on est plein dedans. Alors, monsieur Marcel Boucher reprenait une parole d'Aristote qui disait il y a déjà 2400 ans, les vers de terre sont les intestins de la terre. Je ne sais pas si vous adhérez à cette oui, bien sûr. citation. Oui. Alors, donc vous avez mis en place plusieurs projets. Vous avez travaillé avec la municipalité de Combayo à la mise en place d'un projet qui s'appelle la lombrifiltration. C'est ça. Donc c'est les eaux usées qui sont régénérées par les vers de terre. Voilà, c'est le traitement, c'est un des procédés très naturels, le traitement des solutés des communes, si vous voulez, au niveau de la commune, au niveau des traitements des déchets, en fait, des types domestiques. Hein. Un système comme ça ne marcherait pas dans un système, dans les zones industrielles où il y a la peinture, etc. C'est fondamentalement des déchets de type domestique, hein, l'eau et des déchets solides aussi. Voilà, et à Combayo, on a fait un projet, justement, c'est le premier projet européen qu'on a eu dans les années 2003-2006 pour développer cette station. Enfin, c'était un pilote industriel. On avait déjà fait la partie pilote expérimentale en situation réelle. Et après, on a installé ces pilotes industriels qui durent jusqu'à maintenant. Ça fait 15 ans que cette station est là. Concrètement, ça se passe comment? Donc, on met des verres dans des cubes, c'est ça? Combien il en faut? Expliquez-nous, parce que ça doit être quand même toute une technique. Oui, voilà, peu à peu, on a mis au point des systèmes. On avait une idée déjà comment il fallait faire, parce qu'on avait l'expérience au niveau de tout ce qui est la recherche au niveau INRA, tout à fait au début, avec des petits pilotes, etc. Et quand on est passé dans une situation, dans une station, vraiment créer une station d'épuration comme à Combayo, on a mis au point plusieurs étapes, si vous voulez. En grosso modo, les systèmes, on peut les diviser en trois. Il y a une étape, comme dans toutes les stations d'épuration, une étape de pré-traitement, une étape de traitement et une étape de post-traitement. Bon, l'étape de pré-traitement,
fondamentalement, il est basé sur la séparation fine de la partie solide de l'eau, qui contient l'eau, de la partie liquide. Et là, on utilise des tamis qui sont des tamis très fins, jusqu'à 500 microns, si vous voulez, pour séparer la partie solide de la partie liquide. Et même, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça, parce qu'ils disent, oui, mais l'eau, c'est l'eau, pourquoi vous faites les deux choses en même temps? La lombrifiltration, c'est le traitement de l'eau, et le lombricompostage des déchets solides des stations. Et, on travaille avec le même type de verre pour traiter ces deux types de déchets d'une station d'épuration. Et voilà, la première étape, les pré-traitements, c'est fondamentalement l'étape de séparation de la partie liquide de la partie solide. Et la partie liquide qui est récupérée avec des particules fines, c'est assez chargé, mais des particules fines, on va les envoyer après sur une cube, accompagnée aussi une cube de 100 mètres de diamètre, si vous voulez, en fait, de surface. C'est aussi une cube de 12 mètres de diamètre et avec 100 mètres à peu près, un peu plus de 100 mètres de surface, si vous voulez, sur 1,50 m de profondeur. Alors, dans cette cube, on a différents niveaux, différents, si on peut dire, strates, et il y a une partie qui est composée des copeaux de bois, enfin fondamentalement des plaquettes de bois, qui permet de filtrer l'eau, et c'est les lieux de vie des vers de terre qui vont manger ce qui arrive à ce niveau. Et c'est un procédé aérobie, il n'y a pas de odeurs, on ne sent pas des odeurs, si vous voulez, à ce niveau. Et c'est le vers de terre que peu à peu, ils vont transformer ils vont décomposer la matière organique fine qui vient dans l'eau, et il va filtrer, le système, il va être, c'est comme un filtre café, si vous voulez. L'eau, il passe, les particules fines, ils vont rester fondamentalement en surface, et l'eau, il va s'épurer peu à peu dans cette couche de 1,50 m. Et la qualité de l'eau à la sortie est de très bonne qualité déjà, mais encore, il y a un post-traitement qui va permettre d'éliminer l'excès des phosphores, parce qu'il y a des normes à respecter. Nous, on s'est placé dans les normes les plus strictes au niveau du traitement de l'eau. Et il y a une partie du phosphore qui est transformée déjà dans les lombrifiltres, les phosphores organiques qu'on appelle un orthophosphate, et c'est orthophosphate qu'on retient après pour l'éliminer avant de mettre l'eau dans la rivière, si vous voulez. Et aussi, il reste un peu des pathogènes qu'il faut éliminer. Et à Combaglio, on a utilisé une lagune de finition, un lagunage, qui permet, avec le rayonnement solaire, d'éliminer presque 100% tout ce qui est pathogène. Et voilà, quoi. Et on peut changer, si vous voulez, les lagunages par des systèmes d'ultraviolets plus petits, si vous voulez. Après, on concentre un peu les systèmes. Aujourd'hui, on est dans l'étape de proposer des systèmes de 12e génération qui sont beaucoup plus automatisés et qui sont beaucoup plus petits par rapport à la quantité d'eau à traiter. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait un tiers des eaux de la commune de Combaglio qui étaient traitées par le lombricide. C'est quand même beaucoup. Moi, je me pose la question, pourquoi vous n'avez pas eu d'autres communes qui ont été intéressées par ce projet? Oui, il y a différents facteurs, si vous voulez. Premièrement, quand on est dans la recherche à ce moment-là, on est chercheur, si vous voulez, et on n'a pas la capacité. Bon, après, j'ai monté une petite entreprise, si vous voulez, dans le cadre d'un projet avec INRA. On a monté une petite société. Il n'a pas vraiment, pendant 6 ans, après, ça n'a pas marché. Après, on a monté avec les mêmes noms une association qui tient jusqu'à maintenant, une association. Lombrictech, c'est ça? Lombrictech Association. Lombrictech Association, si vous voulez. Et vous êtes le président? Moi, oui, je suis le président actuellement de cette association qui est orientée fondamentalement à proposer ces procédés de traitement de l'eau avec des vers de terre, c'est-à-dire la lombrifiltration,
Mais aussi, on a développé peu à peu d'autres applications comme le traitement des boues. Et fondamentalement, le traitement des boues agro-industriels, c'est le cas de notre nouveau projet à la Canourgue, en Lozère. C'est dans le cadre d'un projet européen aussi. Et on est aussi sur d'autres projets, on fait des études par exemple avec les seaux de Montpellier pour traiter les 2000 mètres cubes de déchets, 2000 tonnes de déchets des animaux du seau de Montpellier. Bon, on est dans l'étape d'études actuellement et ça paraît assez intéressant de mettre en place aussi un procédé en utilisant les mêmes types de vers de terre, si vous voulez, pour traiter ce type de déchets. Aujourd'hui, ce type de déchets sont récupérés toutes les semaines dans des camions, dans des bennes dans un camion, et ça finit actuellement, je pense, dans une décharge. Mais c'est dommage parce que ce sont des déchets qu'on peut valoriser largement, si vous voulez. Alors, on a des projets de ce type. Pourquoi on n'a pas vraiment d'autres projets au niveau... C'est compliqué à expliquer parce que... Est-ce qu'il y a des intérêts, financiers en jeu? Notre procédé, c'est un procédé qui ne crée pas de boues d'épuration. On n'a pas de boues à la sortie. Les gens disent, c'est pas possible, une station qui ne produit pas de boues. Oui, mais nous, on n'a pas de boues. Il faut venir accompagner pour se rendre compte pourquoi on n'a pas de boues. Et les grosses sociétés, si vous voulez, les grands business des grosses sociétés, c'est le traitement des boues. Et nous, bon, ça ne s'intéresse pas trop à notre procédé. J'ai travaillé avec des bureaux d'études qui vont à des appels d'offres et des fois, on arrive toujours à la fin de l'appel d'offres et on n'est pas sélectionné par des motifs que, bon, on ne va pas discuter ici. Mais si vous voulez, c'est très difficile, et fondamentalement en France, dans d'autres pays, ça paraît beaucoup plus facile, mais en France, il y a trop de normes, il y a trop des aspects administratifs, il y a trop de contraintes, etc., c'est très difficile, c'est pas nous seulement, hein, dans notre cas, mais c'est très difficile, l'innovation technologique, hein, des fois, par ces contraintes administratives, fondamentalement. Et nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas seulement une résistance des grosses sociétés à ces procédés nouveaux, sinon aussi il y a toute une étape avec les différents services de l'État qui dit oui, mais c'est la recherche, il faudra au moins 15 ans pour pouvoir évaluer tout ça et les mettre en place. Mais la question qu'on se pose toujours, si on a 15 ans à faire la preuve, on n'aura jamais la possibilité d'installer une vraie station parce que, si vous voulez, s'il faut faire des essais pendant 15 ans, quand on sait que ça marche, c'est un peu comme la chloroquine actuellement, là, ça marche. On est sur place en permanence, on voit que ça marche, on améliore les procédés, etc. Et en plus, ils nous demandent beaucoup plus de oui, mais il faut faire des recherches à tel niveau, à tel niveau. Est-ce que c'est peut-être plus cher, non, la mise en œuvre de votre projet? Est-ce qu'il est plus cher que des solutions traditionnelles, ou moins cher peut-être? Non, dans la réalité, si vous voulez, la demande des collectifs, des maires, si vous voulez, il y a beaucoup de monde qui viennent à Combayo à visiter les stations parce que il y a des panneaux explicatifs, etc. Et la question qu'ils nous posent toujours, bon, je veux une station qu'on puisse avoir les meilleures qualités de rejet de l'eau, d'accord, qui coûte pas très cher, d'accord, qui soit presque sans personnel, parce que bon, la main-d'œuvre en France ça coûte cher, etc. Donc, je l'ai dit, bon, si vous voulez quelque chose qui soit sans personnel, qualité de l'eau, etc., il faut automatiser au maximum. Et c'est ça l'effort que nous on a fait jusqu'à maintenant, d'automatiser au maximum les process. Et on peut dire que au niveau construction d'une station, c'est à peu près le même prix qu'une station classique, qui est en bois activé, etc. Par contre, ce qui est intéressant, du moment même à Combayo, on a mis des process, on peut
Je peux suivre de mon portable, si vous voulez, l'état de la station, s'il y a des pannes, il y a une alarme qui m'arrive, etc. Tout ça, maintenant, c'est facile à mettre en place. Mais, si vous voulez, le plus intéressant de notre procédé, c'est qu'il ne produit pas de boue. Il y a moins de process comme dans une station classique. Et à la longue, toute la partie traitement, c'est-à-dire, toute la partie après maintenance du process, ça coûte presque rien, si vous voulez. Et c'est ça qui est important pour, je le dis aux maires. Bon, au début de l'installation, vous avez des subventions de tout type, de l'agence de l'eau, de la région, du conseil général, etc. Vous avez des subventions qui peuvent aller dans un procédé comme le nôtre jusqu'à 80% des subventions, parce que c'est un projet innovant, écologique, etc. Et par contre, au niveau maintenance, vous n'aurez presque rien au niveau de la maintenance. Et ça, la maintenance, c'est la collectivité qui va les payer pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est là qu'on récupère, si vous voulez, l'inversion qu'on fait au début, on le récupère largement dans la maintenance. En tout cas, le maire de Comballo est très très fier de son projet. On le voit partout le vanter, et ainsi que les habitants de Comballo. Donc, voilà, c'est sûrement à travailler au niveau des autres communes, parce qu'on voit bien que c'est un projet qui est beaucoup plus écologique. Jean, ça vous inspire quoi d'écouter ce que nous dit Patricia? Je comprends pas tout, tout ce qui est très technique. Je connais la question du lombricompostage. Les amis qui font ça. Comme j'ai un potager, un jardin, je plante des arbres, je me dis qu'un jour peut-être que je vais essayer de faire du lombricompostage. Ça, je pense que c'est facile à l'échelle personnelle dans un petit jardin. Ça peut se faire, ça, non? Oui, on le fait déjà. Hein. Il y a des gens qui font de lombricompostage. Si vous voulez, moi, j'ai pris chez moi un lombricomposteur de la ville. Et j'ai ajouté, j'ai mis juste un support pour pouvoir récupérer les liquides en bas, ce qu'on appelle les lixivias ou les lombrités qu'on appelle enfin de différentes manières. Et si vous voulez, les lombricompostages, ça va 3 fois plus vite que les compostages normaux. Parce que les vers de terre, comme on disait tout à l'heure, ils vont transformer la matière organique via un passage intestinal, si vous voulez. Ils vont décomposer les éléments les plus gros en petites molécules qui sont directement profitables, sont directement absorbées par les plantes, si vous voulez, des particules. Et la qualité de ces lombricompostes est de beaucoup meilleure qualité qu'un compost normal sans vers de terre, si vous voulez. Mais ça va 3 fois plus vite. C'est-à-dire que dans 3 mois, vous aurez un super fumier, de super humus de très bonne qualité. Et si vous voyez dans les jardineries, si vous avez la curiosité d'aller voir, on retrouve les lombricompost, si vous voulez. Ça coûte 3-4 fois plus cher que les composts normaux. Ils les font à partir de fumier cheval ou d'autres animaux. Et aussi, il y a ces liquides qui est de très bonne qualité aussi au niveau agronomique. On peut l'utiliser aussi comme un engrais liquide, si vous voulez, pour les plantes, diluant avec de l'eau 5 fois ou 10 fois au maximum. D'accord. C'est quelque chose qui se met de plus en plus en place. Hein. Nous, c'est pas évident quand on parle des transformations de la matière organique, les vers de terre, tout le monde connaît les vers de terre, mais dans la réalité, peu de gens utilisent les vers de terre, si vous voulez, dans la vie. Mais on peut acheter. Pour démarrer un lombricompost, il faut acheter des vers. Bon, il y a 2 espèces de vers de terre qui sont les plus intéressantes actuellement pour le lombricompostage. Et on appelle les Sénia fétida et les Sénia andrei. Je crois que j'ai envoyé des documents justement pour voir ces 2 espèces. Et oui, il y a des gens qui vendent ces vers de terre. Je connais presque tout le monde parce que ce sont des gens qui toujours sont en contact avec nous, qui nous demandent des conseils au niveau technique, etc. Et à Pézenas, par exemple, il y a une société qui s'appelle Vers la Terre et qui produit avec nous aussi à côté
à côté des, comment ça s'appelle, et dans l'Ariège aussi, il y a d'autres petites sociétés, des gens qui font l'élevage, qui ont mis au point des systèmes d'élevage et qui vendent des vers de terre sans problème, si vous voulez. Hein. C'est pas les trucs qu'on trouve naturellement dans la terre. Si vous voulez, il y a deux. On peut classer les vers de terre sans rentrer dans des aspects techniques. Hein. Il y a en France, si vous voulez, il y a autour de 1500 espèces qui sont déterminées en France. Le professeur Boucher, il a déterminé une centaine d'espèces. Il m'a dit, si je pars dans la nature, je suis sûr que je vais trouver de nouvelles espèces en France. Mais dans le monde, il y a beaucoup plus. Parce qu'il y a des vers de terre qui sont plutôt des régions qui sont plus chaudes, si vous voulez, ils ne sont pas les mêmes espèces. Par contre, ces vers de terre, si vous voulez, on peut les classer globalement dans deux grandes catégories. Un, ce qu'on appelle les laboureurs du sol, c'est-à-dire des gros vers de terre que vous trouvez normalement dans votre jardin, des fois après la pluie, qui font des petites crottes en surface, on les voit. Et c'est des vers de terre qui vont en profondeur. Il peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur, même plus. Et le professeur Boucher, il a découvert une espèce, on dit qu'il a découvert une espèce ici à côté de Montpellier, qu'on appelle l'Ombricus montpellieriensis. Alors, c'est lombric, il fait à peu près 1 mètre de longueur. C'est énorme. Ah oui, on voit un serpent, non? Oui, c'est énorme. Et on voit ces types de vers de terre, ils vont remonter des éléments du sol qui sont en bas vers la surface et vice-versa. C'est des vrais laboureurs du sol. Et grâce à ces galeries, et l'eau il va passer, l'air il va passer, si vous voulez, et on voit bien que c'est très important ça, parce qu'on a fait des études à l'INRA pendant des années sur la problématique des vignes, parce que les vignes, si vous voulez, ils ont des sols entassés. Pourquoi ils ont des sols entassés? Parce qu'il n'y a pas de vers de terre. Et pourquoi il n'y a pas de vers de terre? C'est parce qu'on met dans la vigne jusqu'à maintenant des cuivres à des doses énormes et il va tuer tous ces macrophones du sol, pas seulement les vers de terre. Alors les vers de terre et les sols sont tout à fait entassés. Les racines, à la place d'aller en profondeur chercher l'eau, ils se trouvent avec une couche qui est imperméable et les racines partent horizontalement. Et dans la réalité, la qualité du fruit, etc., la durabilité aussi de vie de la vigne, ça descend complètement. Et il n'y a pas de vie. Maintenant, de plus en plus, dans les gares, avec d'autres viticulteurs, les autres viticulteurs, ils ont commencé à faire un peu la viticulture, la bio. Et ils protègent un peu plus la terre, etc. Ils commencent à introduire des vers de terre et ça marche beaucoup mieux. Ça, et je crois que c'est très intéressant de faire justement une présentation avec ce type de gens parce qu'ils ont découvert le rôle des vers de terre au niveau agronomique fondamentalement. Voilà quoi. Et après, il y a l'autre catégorie de vers de terre qu'on appelle les digesteurs. C'est des petits vers de terre rouges qui vivent fondamentalement de la matière organique en décomposition. Si vous mettez des gros vers de terre dans un système de compostage, ça ne marche pas. Ils vont s'y échapper parce que ce n'est pas le milieu pour eux. Par contre, ces petits vers de terre qui sont très prolifiques, ils vont se reproduire très vite et en même temps, ils vont manger, si vous voulez, approximativement 100 poids par jour, c'est-à-dire à peu près 0,5 grammes par jour. C'est énorme la quantité de matière organique qui peut être brassée, décomposée, etc. Et c'est ce type de vers de terre que nous on utilise dans le travail de traitement de l'eau fondamentalement, à Combayo par exemple. Alors Patricio, Hubert Rive a alerté sur la disparition des vers de terre, donc je pense que ce sont ceux de la première catégorie. Est-ce que c'est aussi essentiel un ver de terre qu'une abeille, par exemple, pour l'avenir de la planète? Ah, bien sûr. Ça, je pense que c'est deux espèces qui, si ça disparaît du monde,
de la Terre, c'est fini. Hein, c'est fini pour la société humaine. Hein, on verra dans quelques milliers d'années peut-être. Mais non, mais c'est la base de tout, si vous voulez. Hein, les abeilles aussi, c'est les vers de terre, les abeilles, c'est fondamental. D'accord. Donc, protégeons les vers de terre, n'ayons pas peur. Protégeons les sols, évitons l'action des grandes sociétés de lobby qui nous obligent à utiliser, à acheter des produits phytosanitaires, etc. Ceux qui vont, il faut vraiment s'organiser pour lutter contre tout ça, parce que sinon, tout le travail que nous on fait, ça ne servira à rien, si vous voulez. Hein. L'avenir de la planète, il est entre nos mains. Jean, vous avez un petit poème, non, je crois, à nous lire sur les arbres. Non, c'est pas un poème. J'ai fait un recueil de nouvelles et il se trouve que j'ai un grand terrain sur lequel j'ai planté à peu près 200 arbres depuis 20 ans. Hein. Et j'ai compté, parce que je suis un peu maniaque, j'ai compté 70 variétés différentes d'arbres. Ça commence à être pas mal quand même. Et donc je vais vous lire le début, et puis je vais vous lire. C'est comme un catalogue d'arbres, hein, il y a plusieurs arbres différents. Ça s'appelle l'amoureux, le texte. L'amour humain est exclusif. On ne peut aimer par esprit qu'une personne à la fois. Aimer d'amour s'entend. Pour l'amitié, on est plus libéral. Il est même bien vu d'avoir de nombreux amis. Un vieux proverbe russe dit qu'il vaut mieux avoir 100 amis que 100 roubles. Mais l'amitié implique la réciprocité. Je ne peux pas dire que tu es mon ami si tu ne l'es pas, si tu ne dis pas toi aussi que tu l'es. Je suis amoureux de plusieurs arbres. Ce n'est pas réciproque, semble-t-il. Ça peut donc paraître de la folie, mais qui n'a pas son petit grain? Et celui-ci n'a absolument rien de dangereux. Alors, mon premier arbre, c'est le pin d'Alep. Il est un peu long, donc je vais en lire un qui est plus court. C'est le cornouiller. L'amour peut prendre une multitude de formes. Celui que je porte pour le cornouiller est moins immédiat. C'est pas comme quand on tombe en pamoison devant ce que les vrais hommes appellent une belle plante. Aucune majesté. Il est d'ailleurs considéré comme un arbuste. Il n'a pas de forme bien identifiable, ce qu'on appelle le port, comme le sapin ou le saule pleureur. Il s'adapte au sous-sol, se faufile humblement entre ses grands frères, là où on lui laisse un peu de place. Mon amour ne trouve pas sa source dans ce que mes sens me laissent percevoir de lui, mais dans ce que j'ai appris à travers une multitude d'articles écrits à son sujet, ses secrets, les légendes qui l'entourent. Il est l'arbre des sorciers au Pays Basque. Son nom en français signifie que son bois est dur comme la corne. Les objets de précision, comme les pièces d'engrenage ou de tournage, étaient fabriqués en cornouiller autrefois. Je l'aime comme on aime un livre. Il permet de rêver, de partir loin, de retrouver les compagnons d'Ulysse, qui furent changés en cochons, après avoir lu une potion préparée par Circé à base de sève de cornouiller. Ou Romulus, dont le javelot était en cornouiller, devenu le cornouiller sacré sur le mont Palatin à Rome. Au début du mois de mars, quand tous les autres arbres résistent à l'envie d'ouvrir leurs bourgeons par pleurs du gel en cette fin d'hiver, lui, avant même l'amandier, offre ses minuscules fleurs jaunes rassemblées en grappes pour faire oublier leur petite taille. Intrépide, il donne la première touche de couleur dans le sous-bois hivernal grisâtre. Autrefois, sa floraison indiquait la période à partir de laquelle les servantes dans les fermes n'étaient plus tenues de ravauder, filer ou tricoter après le repas du soir. En août ou septembre, selon le climat, il se couvre de fruits rouges foncés, les cornouilles. Il a fleuri en premier et donne ses cornouilles en dernier. C'est un fruit immangeable tant qu'il n'est pas blé, mais on en fait une excellente confiture. Et on ne peut pas prononcer le nom de la cornouille qui suggère des rimes grivoises, vulgaires ou amusantes, sans un petit sourire de connivence puérile. Voilà la cornouille. Très bien, merci. On sent qu'il y a beaucoup d'observations derrière. Ben oui. Patricio, on n'a pas abordé le deuxième projet là, qui est en cours, puisque le premier est terminé. Ah, la petite musique qui nous dit qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc, rapidement, on peut parler du projet Innocroix. Oui, c'est un projet, si vous voulez. 5 minutes. D'accord. C'est un projet européen aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vingtaine de partenaires d'une dizaine de pays. Et moi, l'association Lombitech, il était sollicité pour participer dans ces projets, fondamentalement pour notre savoir-faire sur le traitement de l'eau, et fondamentalement l'eau. Et aussi, on voulait monter, si vous voulez, il y a une dizaine de lombrifiltres dans différents pays, dans ces projets. Et en France, j'ai demandé d'ajouter en plus les traitements fondamentalement des boues agro-industriels, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire des effluents des piscicultures. Parce que c'est un gros problème actuellement, ce type d'effluents et ce type de boues. Et on a ajouté dans ces projets les traitements des boues d'une pisciculture à la canoule, fondamentalement. Donc la canoule en Lozère, où on viendra après le déconfinement faire un reportage pour montrer aux internautes ce que vous pouvez faire concrètement. On va arrêter sur tous ces beaux projets et qui on espère vont se développer et on va finir en musique peut-être avec Jean qui nous a préparé une deuxième chanson qui s'appelle Parfois je me demande s'il n'y a pas beaucoup de virages sur la route, beaucoup trop de pétrole dans la mer, beaucoup trop de pluie là où c'est mouillé, beaucoup trop de vent du mauvais côté, trop de désirs, trop de regrets. Un jour, tu verras le grain de sable, la goutte d'eau, l'étincelle, le feu en poudre, au feu les pompiers, la maison qui brûle. Trop de virages sur la route, trop de badauds sur les côtés, trop de pétrole dans la mer, trop de soleil dans le désert, trop de pluie là où c'est mouillé, trop de vent du mauvais côté, trop de cartes mal mélangées, trop de désirs, trop de regrets. Un jour, tu verras le grain de sable, la goutte d'eau, l'étincelle, le feu aux poudres, au feu les pompiers, la maison qui brûle. Trop de portes barricadées, trop de regards claquemurés, trop de questions pour un seul homme, trop peu de temps pour y penser, trop de stock au fond des boutiques, trop de bouches grandes ouvertes, trop de rengaines synthétiques, trop de rimes sans raison. Un jour, tu verras le grain de sable, la goutte d'eau, l'étincelle, le feu aux poudres, au feu les pompiers, la maison qui brûle. Trop de rêves, de paradis, trop de mal à se réveiller, trop de retard à l'allumage, trop de pression, compétition, trop d'oppression civilisée, trop de profit, trop de police, trop de tension dans les artères, trop de misère au fond du cœur. Un jour, tu verras le grain de sable, la goutte d'eau, l'étincelle, le feu aux poudres, au feu les pompiers, la maison qui brûle. Un jour, tu verras le grain de sable, la goutte d'eau, l'étincelle, le feu aux poudres, au feu les pompiers, la maison qui brûle. Merci beaucoup. Est-ce que, juste pour conclure, là, le mot de la fin, est-ce qu'on n'est pas en train justement d'avoir le grain de sable? Est-ce que cette période où on est obligé d'être confiné, c'est pas justement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du coronavirus? En deux mots chacun. Est-ce qu'après ce sera comme avant? Moi j'espère que non. J'espère qu'après ce sera pas comme avant.
Ça sera mieux. Que ce sera différent. Qu'on va comprendre ce qu'on n'a pas compris avant. Très bien. Oui, je pense pareil parce que j'espère qu'avec tout ce qu'on est en train d'apprendre maintenant avec ces situations, la nécessité d'aller très vite dans les décisions, la nécessité d'éliminer des procédures administratives pour arriver à quelque chose qui sont des choses évidentes qu'on peut arriver à installer, à promouvoir aujourd'hui. Je crois que si on a au niveau des procédures administratives, c'est très bien. Je pense qu'il y a une leçon à tirer très rapidement de tout ça. J'espère que ça va changer. Merci de vos sages paroles et on se quitte là-dessus en rappelant qu'il y a un le live tous les jours. Demain on se retrouve à 17h pour les articles quotidiens. Merci à nos invités, merci à nos internautes et puis bonne continuation et bon confinement et n'oubliez pas de rester chez vous.